Une démonstration de force à l'heure où les services de renseignement français, américains, danois, allemands nous avertissent sur l'imminence d'une guerre à nos portes. La France lance officiellement le coup d'envoi de ce porte-avions nouvelle génération. Regardez, 78 000 tonnes pour environ 310 mètres de long. Il pourra embarquer 30 avions de combat, un monstre flottant, nous dit-on, cathédrale de technologie qui remplacera l'actuel porte-avions Charles de Gaulle en 2038. Alors pourquoi une telle annonce maintenant? Parce que l'étau se resserre autour des Européens. Des sources proches des services de renseignement américains révèlent que Vladimir Poutine veut non seulement toute l'Ukraine, mais également une partie de l'Europe. Un conflit qui pourrait démarrer dans 1 an seulement, selon Kiev. Et c'est sans compter la menace venue de Chine. À l'heure des prédateurs, nous devons être forts pour être craints, nous dit Emmanuel Macron. Poutine, Xi, la France face aux prédateurs, c'est le thème du grand dossier. Écoutons le président. À l'heure des prédateurs, nous devons être forts pour être craints, et en particulier forts sur les mers. Voilà pourquoi, conformément aux 2 dernières lois de programmation militaire, et après un examen complet et minutieux, j'ai décidé de doter la France d'un nouveau porte-avions. Pour comprendre ce qui se joue, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir dans le grand dossier le colonel Michel Goya. Bonsoir colonel. Bonsoir Marie. Consultant militaire pour LCI, ancien colonel des troupes de marine, avec ou sans lunettes? Voilà. Qu'est-ce que vous préférez? J'aime bien sans lunettes. Mieux des lunettes pour voir à long terme. Oui, oui. Non plus. Yves Doutrio avec les lunettes, bonsoir. Ancien représentant de la France à l'OSCE, représentant permanent adjoint à l'ONU. Claire Cambier, bonsoir. Bonsoir. Consultante reporter, grand reporter et spécialiste des questions internationales sur LCI et également pour TF1. Lucas Manger, bonjour. Bonjour. Grand reporter, spécialiste des questions étrangères. Face aux prédateurs russes, pour reprendre une terminologie macronienne, est-ce que la France s'avoue vaincue? Pour la première fois depuis des mois, Emmanuel Macron reconnaît qu'il faut reparler au président russe. Écoutons. Je pense qu'il va redevenir utile de parler à Vladimir Poutine, oui. De toute façon, je constate qu'il y a des gens qui parlent à Vladimir Poutine. Donc, je pense que nous, Européens et Ukrainiens, on a intérêt à trouver le cadre pour réengager cette discussion en bonne et due forme. Sinon, on discute entre nous avec des négociateurs qui vont seuls discuter avec les Russes. Ça n'est pas optimal. Une proposition très bien reçue au Kremlin. Regardons ensemble la réponse de son porte-parole, Dmitri Peskov. Poutine a exprimé sa volonté d'engager un dialogue avec Emmanuel Macron. Par conséquent, s'il existe une volonté politique mutuelle, cela ne peut être que perçu positivement. Et réaction de l'Élysée hier, il est bienvenu que le Kremlin donne un accord public à cette démarche. Nous aviserons dans les prochains jours sur la meilleure manière de procéder. Colonel, est-ce que vous avez été surpris par ce revirement? Est-ce que l'Élysée acte le fait désormais que nous n'avons plus le choix, il faut reparler avec celui qui était encore considéré comme un ogre, un prédateur il y a quelques jours? Oui, et qui nous traitait de porcelets aussi. Oui. Écoutez, Emmanuel Macron n'a jamais caché le fait qu'il voulait en réalité reprendre le dialogue avec Vladimir Poutine, à condition, disait-il, que ça servait à quelque chose. Et je rappelle que c'est lui qui a pris l'initiative de le faire, notamment sur la question nucléaire, du nucléaire iranien, il y a encore quelques mois. Maintenant, je pense qu'on confond un petit peu parler et négocier, déjà, et parler et essayer de s'approcher de la paix. Je pense que l'intention d'Emmanuel Macron, c'est simplement que ces discussions qui ont lieu ne se fassent plus à 3, avec Russes, Ukrainiens et Américains en intermédiaire, mais à 4. Voilà, avec un plus 1 européen. Et toute la question qui se pose, c'est savoir qui sera ce plus 1 européen. C'est tout. C'est uniquement pour être dans la cour des grands. Emmanuel Macron, il a envie d'être ce plus 1 qui est dans la cour des grands et de représenter à lui seul l'Europe. Voilà, je pense que ça n'a pas plus d'intérêt que cela.
ça n'a pas plus d'ambition que cela. Et je rappelle, ces discussions, bon, pourquoi pas, je pense que, mais il faut que ça serve à quelque chose. Et pour l'instant, pas sûr que toutes ces discussions, en tout cas, toutes ces discussions précédentes, ne nous ont pas approchés d'un iota de la paix. Il faut être clair là-dessus. Ça, c'est une évidence. Parole de diplomate. Comment expliquer une telle accélération ces dernières 48 heures, alors que les relations ces derniers jours, dernières semaines entre Paris et Moscou étaient particulièrement tendues? En fait, jouer dans la cour des grands, comme vient de le dire le colonel, c'est tout simplement constater, et on le constate tous les jours, que l'Europe a son mot à dire. Ils se sont un peu frités au Conseil européen sur l'affaire des avoirs gelés. Bon, ces avoirs gelés, ils sont en Europe. Et puis, il y a le don et la nécessité de continuer à aider l'Ukraine. Donc, ça prouve que l'Europe est déjà dans la cour. Alors, je ne sais pas si c'est dans la cour des grands, mais elle est impliquée. Il y a la question aussi de la candidature de l'Ukraine pour entrer dans l'Union européenne. Et puis, il y a la sempiternelle question des fameuses garanties de sécurité pour après la paix, pour garantir que la Russie ne réattaque pas l'Ukraine. Donc de toute façon, l'Europe, matériellement, j'allais dire financièrement, elle a largement supplanté les États-Unis, puisque les États-Unis n'aident plus financièrement l'Ukraine. Donc elle a forcément son mot à dire. Alors l'élément nouveau, c'est que depuis l'arrivée de M. Trump, il y a le grand pays occidental, c'est-à-dire les États-Unis, parlent avec la Russie. C'est ça l'élément nouveau par rapport aux années Biden antérieures. Et donc fatalement, puisque les choses évoluent, alors je ne peux pas vous dire si ça va évoluer avant le 31 janvier et le 31 décembre ou plus tard, malheureusement. Tout le monde souhaite effectivement la paix, à condition que ce soit une paix juste. Mais les choses s'accélèrent. Il y a même, je crois, des Européens qui sont aujourd'hui à Miami avec les Ukrainiens et les Américains. Donc l'Europe est bien de plus en plus impliquée. Elle s'est aussi impliquée à plusieurs reprises auprès du président Trump par des visios, par des visites à Washington, etc., pour soutenir les positions de l'Ukraine. Alors, il y a effectivement, si vous regardez bien les choses, comme l'a dit le président Macron, il y a un élément manquant, c'est qu'il n'y a pas de relation entre Poutine et les Européens. Et donc, si on avance vers une perspective de paix, il est assez logique qu'on reprenne les contacts. Alors maintenant, le colonel disait, oui, la France prétend parler au nom des Européens. Bon, je ne sais pas tout à fait ce qui a été dit, mais évidemment qu'il faudra des concertations entre Européens, parce que tous les sujets que je viens d'évoquer, les garanties de sécurité, c'est la fameuse coalition des volontaires, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est un sujet européen, les fonds gelés, c'est plutôt la Belgique, etc. Donc fatalement, il va y avoir des consultations entre les pays européens, et notamment entre l'Allemagne, le Royaume-Uni en dehors de l'Union européenne et la France, et sans doute la Pologne et d'autres. Donc on peut imaginer que cette déclaration faite aux Émirats arabes unis va soulever pas mal, peut-être de polémiques d'ailleurs, mais aussi des contacts entre Merz, Starmer et le président français. On y reviendra d'ailleurs sur ce point. Thomas Schnell, vous nous avez rejoint. Ce qui surprend dans cette séquence de rapprochement entre le Kremlin et l'Élysée, c'est que de l'accueil en grande pompe à Versailles aux insultes à distance, les relations entre Poutine et Macron, c'est 8 ans de montagne russe. Oui, et tout avait si bien commencé, croyait Emmanuel Macron, fraîchement élu, quand il invitait, sous les meilleurs auspices, sous les ors de Versailles, le président russe Vladimir Poutine le 29 mai 2017 pour, à l'époque, je cite, réarrimer la Russie à l'Europe, bâtir une nouvelle architecture de sécurité et de confiance fondée sur l'amitié séculaire franco-russe qui était alors louée par le président de la République. Cette Russie qui s'ouvre à l'Europe, cette amitié franco-russe, c'est cela ce que je souhaitais vous faire partager en vous invitant aujourd'hui à Versailles. Et c'est ce qui a été le fondement de notre discussion aujourd'hui. Cette histoire qui nous dépasse et qui a scellé l'amitié franco-russe. La première étape de cette séduction, Emmanuel Macron était même allé jusqu'à inviter son homologue russe dans la résidence d'été des présidents de la République, le fort de Brégançon, en août 2019. Le chef de l'État avait même estimé que la Russie n'était plus un ennemi, même si elle restait une menace, elle était aussi, je cite, un partenaire sur certains sujets. Oui, mais patatras, arrive le 7 février 2022 quand la stratégie d'Emmanuel Macron s'effondre. Il avait pris en catastrophe la direction de Moscou pour retrouver Vladimir Poutine et tenter de l'empêcher d'envahir l'Ukraine. On se
se rappelle de cette scène, de cette table de 6 mètres de long, blanche de part et d'autre. Pendant 5 heures, les présidents en tête à tête pour essayer de trouver un accord. Cela s'était soldé par un échec. Toutefois, dans la deuxième partie, Emmanuel Macron avait tenté de jouer un rôle de médiateur au nom des Européens, en passant pas moins de 13 coups de fil avec Vladimir Poutine sur les premiers mois de l'invasion russe en Ukraine. Des coups de fil qui avaient exaspéré Kiev et les Européens. Et on se rappelle qu'Emmanuel Macron avait d'ailleurs appelé à ce moment-là à ne pas humilier la Russie. C'était le 9 mai 2022 au Parlement européen. Nous aurons demain une paix à bâtir. Ne l'oublions jamais. Et je le rappelais tout à l'heure. Nous aurons à le faire avec autour de la table et l'Ukraine et la Russie. Les termes de la discussion et de la négociation seront fixés par l'Ukraine et la Russie. Mais ça ne se fera ni dans la négation, ni dans l'exclusion de l'un l'autre, ni même dans l'humiliation. Et la troisième partie, eh bien, c'est la rupture du dialogue. Plus aucun coup de fil à partir de septembre 2022 jusqu'en juillet 2025. À ce moment-là, Emmanuel Macron reçoit régulièrement Volodymyr Zelensky et adopte une rhétorique guerrière qu'il va durcir au fil de ces 3 années de guerre et atteindre son paroxysme. En février 2024, le président de la République n'exclut plus l'envoi de troupes au sol. À partir de ce moment-là, eh bien, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron vont se livrer des passes d'armes à distance par médias interposés. En mars 2024, Vladimir Poutine lui répond sur la chaîne publique Rossiya One que les pays qui n'ont pas de ligne rouge avec la Russie, eh bien la Russie n'aura pas non plus de ligne rouge avec eux. Et sur LCI, cet été, le 19 août, Emmanuel Macron a confirmé que les positions franco-russes n'étaient plus réconciliables. Le président Poutine a rarement tenu ses engagements. Il a constamment été une puissance de déstabilisation. Un pays qui investit 40% de son budget dans de tels équipements, qui a mobilisé une armée de plus d'1 300 000 hommes, il ne reviendra pas à un état de paix, un système démocratique ouvert du jour au lendemain. Ne soyons pas naïfs. Et donc, y compris pour sa propre survie, il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc, c'est un prédateur. C'est un ogre à nos portes. Et je ne dis pas que dès demain, c'est la France qui sera attaquée, mais enfin, c'est une menace pour les Européens. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. C'était le 19 août. Merci pour ce rappel, Thomas Schnell. Est-ce que, Lucas Manger, l'Élysée acte aujourd'hui que l'ogre, le prédateur, tient les cartes en main et qu'on est réduit à lui parler, à négocier peut-être avec lui, même si ça ne nous plaît pas? Je ne sais pas si on est réduit, mais il y a une forme d'obligation là, dans le moment, effectivement, face à ce dialogue russo-américain qui passe au-dessus des Européens et largement au-dessus des Ukrainiens la plupart du temps aussi. Il y a une forme d'obligation diplomatique à se dire, oui, on ne renie pas ce qui a été dit, mais Vladimir Poutine est incontournable. Et il y a aussi le fait sans doute le sentiment chez les dirigeants européens, de ne pas laisser Trump et Poutine seuls dans la pièce. C'est une manière de parler, hein. Ils sont jamais seuls dans une pièce. Enfin, si, d'ailleurs, ils l'ont été en Courage. Mais qu'en tout cas, ne pas parler aux Russes, c'est s'exclure d'une partie des discussions, avec en plus une inquiétude de la part de beaucoup de diplomates européens, qui est de se dire qu'il y a trop de pro-russes autour de Donald Trump, qui font des grandes déclarations, des gens qui ont d'une certaine manière adopté le narratif du Kremlin, et que donc il faut mettre un coin dans cette pièce-là. Parce que, comme vous le disiez, il y a des Européens là pour la première fois dans des discussions aux États-Unis, c'est déjà un pas. Ce qui est frappant dans toutes ces archives qu'on vient de voir, c'est à quel point les discours ont vieilli. C'est-à-dire que le discours de Versailles en 2017 d'Emmanuel Macron, où il dit la Russie n'est plus une menace pour l'Europe, elle est ouverte vers l'Europe, il faut accompagner. Alors, on a tous pris un sacré coup de vieux depuis 2017, hein, je veux dire, mais ça montre à quel point la diplomatie, il faut parfois avaler des couleuvres, et que là, on n'a plus tellement le choix. On est très très loin, Claire Cambier, du discours sur il ne faut pas humilier la Russie. Peut-être qu'il y a aussi des réalités qu'on a mieux appréhendées, mieux compris désormais. Oui, Emmanuel Macron a vraiment tenté jusqu'au bout, on va dire, de conserver ce lien avec la Russie. Ça n'a pas du tout été efficace. Il y a encore beaucoup de passes d'armes. Là, on sait que si il y a un contact qui est repris, ce ne sera pas forcément amical, et ça, il faut bien l'entendre. Là où il faut falloir faire attention pour Emmanuel Macron, c'est de ne pas se faire avoir, si je peux me permettre cette expression, par Vladimir Poutine, qui va peut-être aussi chercher à revenir dans le jeu international, à reprendre
prendre sa place, à faire égal avec les Européens, et puis aussi peut-être à diviser les Européens. Il faut vraiment qu'Emmanuel Macron reste uni avec l'ensemble des alliés européens et de l'Ukraine à la table des négociations. Souvenez-vous, la semaine dernière, le président russe a tenu une conférence de presse où un de nos journalistes, Jérôme Garot, a pu lui poser une question sur Laurent Vinatier, ce scientifique français qui est emprisonné en Russie, qui est un peu otage politique. Et Vladimir Poutine a répondu qu'il allait étudier la question. C'est pas forcément anodin, ça peut aussi vouloir dire attention, moi j'ai cette carte que je peux jouer avec les Français, mais ça ne fonctionne pas avec le reste des Européens. Justement, je rebondis avec vous, Yves Du Trio. Est-ce que cette main tendue peut être un nouveau piège du Kremlin tendu à la France ? Écoutez, c'est d'abord, en l'occurrence, le président Macron, le premier, qui a parlé d'éventuels contacts. Donc, je ne sais pas où est la main tendue. Alors, un piège, bon, je pense que dans les diplomates français, les conseillers du président, le président lui-même et d'une manière générale les Européens, je crois que le terme de naïveté a été employé, on n'est pas naïf, on connaît la réalité, on est bien placé pour le savoir, le nombre de morts, le nombre de destructions, encore cette nuit à Odessa, j'ai vu. Donc je ne pense pas du tout qu'il y ait de la naïveté. Alors peut-être qu'il y en avait, enfin c'était peut-être pas de la naïveté en 2017 quand il arrivait, c'est plutôt je dirais du wishful thinking, comme on dit en bon français, c'est-à-dire on pousse un peu les choses en disant mais non, la Russie n'est pas une menace, 2017, mais d'ailleurs à la même conférence de presse qui a suivi, il s'en est pris, je crois, à des influenceurs Russia Today, des journalistes russes, ce qui avait beaucoup déplu à Poutine. Donc, ce qui voulait dire qu'il n'était pas tout à fait naïf, puisqu'il y avait eu des ingérences pendant la campagne électorale. Donc, je pense qu'il ne se faisait pas trop d'illusions. Mais au-delà de tout ça, il faut être. Enfin, dans la diplomatie, il y a les idéalistes et puis il y a les réalistes. Bon, il y a une certaine attitude réaliste à constater que de toute façon, la Russie sera pendant des siècles et des siècles encore notre voisin, avec tous les risques et peut-être les opportunités que ça peut représenter pour les Européens. Elle est vraiment notre voisine, presque plus que par rapport aux États-Unis d'Amérique, qui sont séparés par 2 océans. Et donc, on se dit que, de toute façon, il faut parler avec la Russie pour enfin rétablir la paix en Ukraine. Je ne veux pas dire qu'on y est. Il y a encore d'énormes problèmes de territoire, évidemment, pour la dignité du peuple ukrainien. Mais l'idée, c'est qu'on reprenne contact, peut-être, mais encore une fois, je crois que les Européens ont leur mot à dire. Ce n'est pas la France seule dans cette affaire. Tout ça, c'est vraiment une politique européenne qui a été suivie de manière quand même assez intégrée depuis l'invasion russe de 2022, puisqu'il y a eu 19 plans de sanctions, etc. C'est bien une politique européenne. Donc la France y participe pleinement, mais elle n'est pas seule. Donc si on reprend contact peut-être avec la Russie, mais dans un cadre avec les Ukrainiens évidemment et les Américains, c'est pas de la naïveté. Je pense qu'on ne va pas se laisser avoir par les Russes, parce qu'on est vraiment bien informé par le comportement russe, ne serait-ce que par les drones, les avions qui survolent l'Estonie, les incursions terrestres diverses également. et variées, et peut-être, enfin je sais pas, il y a également de la cyberattaque de temps en temps, donc on est parfaitement conscient de cela. Lucas Manger. Ce qui est frappant dans toute cette séquence, c'est à quel point, et depuis plusieurs semaines c'est le cas, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui, à quel point on a l'impression que Poutine, c'est vraiment le grand chat qui joue avec tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'il joue avec les nerfs de tout le monde, à commencer par les Américains, puisque il n'arrête pas d'avancer, de reculer, enfin surtout de ne pas avancer sur les négociations et les discussions. Mais c'est vrai qu'il donne l'impression là d'être celui qui doit jubiler, c'est lui en ce moment. C'est-à-dire qu'après avoir été le paria complet annoncé comme tel sur la scène internationale, interdit de voyager, ce qui est toujours le cas dans un certain nombre de pays, tout d'un coup on refait un mouvement vers lui parce que la puissance russe est telle qu'on n'a pas tellement le choix. C'est pas tant une question de naïveté que de choix politique, à un moment de se dire voilà, il est là, il a ces centaines de milliers de soldats massés dans le Donbass, et donc il faut lui parler. Mais c'est vrai que faut reconnaître que ça donne une impression désagréable du fait qu'il est en train de. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner quoi que ce soit, mais qu'il joue avec les nerfs de tout le monde et qu'il joue un peu avec la diplomatie dans le monde entier en ce moment. C'est dans ce contexte qu'interviennent ces révélations choc du Financial Times. Le quotidien britannique explique que c'est Emmanuel Macron qui a fait capoter l'accord sur les avoirs russes gelés, alors que le chancelier allemand Friedrich Merz était
déterminé. Il faisait un effort pour persuader les dirigeants européens d'utiliser les 210 milliards d'euros d'avoirs russes gelés pour aider l'Ukraine lorsqu'il s'est rendu compte qu'il manquait un allié crucial, Emmanuel Macron. Publiquement, le président français, on le sait, ne s'est jamais opposé à la proposition allemande. Mais en privé, l'équipe du président a fait part de ses réserves quant à sa légalité et a averti que la France, fortement endettée, aurait du mal à fournir une garantie nationale au cas où les actifs russes devraient être restitués à Moscou dans l'urgence. Réaction en off de ce diplomate européen: Macron a trahi Merz et il sait qu'il devra en payer le prix, mais il est tellement faible qu'il n'a eu d'autre choix que de se rallier à Giorgia Meloni. Est-ce que pour protéger les intérêts de la France, Emmanuel Macron a trahi l'Allemagne et trahi l'Ukraine ? Je connais pas le détail de ce qui s'est passé. C'est pas mon domaine de spécialité non plus. Mais moi, mon sentiment, c'est que oui, il a eu peur, en fait. Et c'est un très très mauvais signal. Oui. C'est-à-dire que toute l'image qu'il avait pu donner d'être aux avant-postes de l'Europe dans la lutte, en tout cas dans la confrontation avec Vladimir Poutine, que ce soit en dialoguant ou pas, mais toujours avec force et avec un gros bâton, et si possible avec un gros bâton à la main. Là, non, c'est d'un seul coup, il a eu peur. Oui, il a eu peur et en même temps ça correspond aux réactions des Européens. On sait qu'il y avait une pression sur la Belgique, qu'il y avait des personnalités belges qui avaient été intimidées parce que l'essentiel des avoirs russes sont en Belgique. On sait que l'Italie aussi était assez réservée. Donc finalement, on a prouvé à Vladimir Poutine qu'on n'avait pas le cran de s'opposer à Vladimir Poutine, là où ça fait vraiment mal, c'est-à-dire frapper les avoirs russes, frapper au portefeuille. C'est-à-dire qu'il y avait une double crainte. Il y avait la crainte d'une attaque au plan judiciaire dans les tribunaux. Oui. Il y a déjà une plainte qui a été déposée au tribunal commercial de Moscou contre l'Union européenne sur cette affaire, puisque c'est pas parfaitement légal, on va dire. C'est compliqué. Enfin, tout ça, c'est des histoires de droit international extrêmement complexes. Mais disons qu'il y avait un risque de voir l'Union européenne attaquée. Ceci dit, un certain nombre de pays, et notamment l'Allemagne, disaient oui, on peut être attaqué, mais on fera front. Et si la Belgique est condamnée à verser des réparations, on peut se porter tous garants et s'engager à payer l'amende s'il y a une amende à payer. La deuxième chose qu'a sans doute craint Emmanuel Macron et conseillé par beaucoup notamment de financiers, c'est que ça porte préjudice à des placements d'argent en Europe, c'est-à-dire que l'Europe devienne un endroit où un certain nombre de pays aient peur de placer des fonds souverains de leurs États, parce qu'il y aura un risque que cet argent puisse être saisi. Normalement, on ne saisit pas cet argent. Et il y a vraisemblablement eu cette peur, pas seulement en France, dans plusieurs pays, alors la Belgique bien entendu, mais l'Italie aussi, vous avez fait référence, et Merz était parti tout seul. Alors aussi parce que Merz ne voulait pas faire d'emprunt européen. Lui, il voulait vraiment utiliser cette carte-là. Et tout le monde joue aussi des cartes de politique intérieure. Hein. Emmanuel Macron, quand il fait... si les informations du Financial Times sont exactes, la situation politique en France, vous que je vais l'apprendre, n'est pas excellente. Le budget n'est toujours pas voté. Il y a un risque de colère agricole qui s'envenime, qui était même monté à Bruxelles. Il y a tout un tas d'éléments qui font que la politique intérieure, à un moment, rattrape aussi de la politique étrangère, et qu'il est possible, si c'est vrai, que le président de la République se soit dit, bon, c'est vraiment pas le moment de faire ça, et qu'il lâche l'Allemagne. En revanche, Merz n'est pas réputé pour oublier facilement, effectivement. Donc, ça va laisser des traces. Hein, oui, si cette histoire est vraie, il doit être sérieusement fâché. Sachant qu'il a aussi lâché sur l'accord du Mercosur. Exactement. Et qu'il n'a pas du tout soutenu Merz sur ce sujet-là. Donc ça fait deux lâchages. Pour le couple franco-allemand. Ouais. Oui. Moi, ça rapproche la France et l'Italie. Bon, dans les deux cas d'ailleurs. Mais non, simplement, sérieusement, la dette, de toute façon, par rapport à la dette française, mais on va devoir contribuer au prêt de 80 milliards. Alors moi, ce qui me paraît quand même important dans ce Conseil européen, qui était effectivement assez pénible, on parle d'une quinzaine d'heures de discussion, c'est que d'abord on aide l'Ukraine. C'est ce que demandait Zelensky, 90 milliards, c'est pas rien pour l'année 2026. Et deuxièmement, alors ça a peut-être échappé, c'était antérieur au Conseil européen, on a quand même décidé de geler, j'allais dire ad vitam aeternam, c'est pas tout à fait la vérité, les fonds gelés. C'est-à-dire que dans le système antérieur, tous les 6 mois, il fallait rassembler une unanimité des 27 États membres pour pouvoir proroger le gel de ces avoirs. Alors il suffisait que la Hongrie ou maintenant
la République tchèque, vers la Slovaquie, s'y opposent pour que les fonds soient dégelés. Alors là, je vous entends, Yves Trio, mais est-ce que c'est pas des progrès qui sont très limités au vu de l'urgence de la situation? Mais non, parce que maintenant, je continue à geler, mais à la majorité qualifiée. Ça veut dire que les fonds, c'est pas du tout Poutine qui récupère ces fonds, les fonds sont toujours gelés. Et ça, c'est important à rappeler aux téléspectateurs, ce qui veut dire que si là, on n'a pas pu se mettre d'accord sur une garantie sur la base de ces fonds, on pourrait se mettre d'accord là-dessus dans 3 mois, dans 6 mois, si cette guerre devait continuer. Donc là, tout de suite, il y a les 90 milliards, alors avec un endettement supplémentaire, mais il faut savoir que le moment où on aura trouvé une formule satisfaisante avec la Belgique, qui a des raisons tout à fait valables pour demander ces garanties, on pourra à nouveau utiliser ces fonds gelés. Et qui sont gelés, j'allais dire, quasiment définitivement, jusqu'à un règlement. Il faut dire que les décisions d'aujourd'hui auront de lourdes conséquences demain, car Vladimir Poutine en veut toujours plus. La Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, c'est ce que révèlent les renseignements américains. Ils se sont confiés en off, comme on dit, à nos confrères de Reuters. Vladimir Poutine a l'intention de s'emparer de toute l'Ukraine et de récupérer des partie de l'Europe qui appartenait à l'ancien empire soviétique. Reuters a eu plusieurs sources et voilà ce qu'il révèle. Colonel, est-ce que cette alerte, elle est réaliste ou alarmiste ? Non, mais elle est réaliste, elle est même assez évidente. Je veux dire, tout le monde le sait, tout le monde dit ça. C'est évident. Maintenant, ce qui est le plus étonnant dans toute cette affaire, c'est qu'il se trouve désavoué par la directrice du renseignement américain. Quoi. C'est ce qu'on verra avec Sonia Diridi à Washington dans un instant. Non, sur le fond, oui, bien sûr. De toute façon, il faut partir de cette hypothèse que l'appétit de Vladimir Poutine ne sera pas assouvi. Vous dites bien sûr, colonel, mais parmi ceux qui nous regardent, certains se disent ils en font trop pour justifier l'augmentation des crédits. Vladimir Poutine a quand même du mal, même s'il avance, ça fait 4 ans qu'on est sur le dossiil, il est encore coincé en Ukraine. Deux choses. Je fais l'avocat du diable, mais un peu exprès. Non, deux choses. Donc, comment va-t-il s'attaquer aux pays baltes ? Non, mais il faut rappeler que Vladimir Poutine, c'est celui qui a lancé le plus d'interventions, d'attaques contre ses voisins. C'est le chef d'État depuis 1945 qui a lancé le plus d'attaques militaires contre ses voisins, plus d'autres opérations extérieures. Donc, vous avez quelqu'un qui a attaqué, je ne parle même pas de la Tchétchénie, des affaires plutôt intérieures, mais qui a attaqué la Géorgie en 2008, qui a attaqué une première fois l'Ukraine en février 2014, une deuxième fois l'Ukraine en août 2014, une troisième fois l'Ukraine en février 2015, à plus grande échelle évidemment en février 2022. Et donc vous trouvez, vous avez un cambrioleur qui vient de voler 5 appartements qui se retrouve maintenant dans la nature. Qu'est-ce que vous dites ? Il va arrêter là. Non, ça y est, maintenant il va être touché par la grâce, il va arrêter. Ou est-ce que vous dites méfiance quoi. A priori, il risque de recommencer. Donc il faut peut-être faire gaffe. Mais là, c'est exactement la même chose. On va se retrouver, dans quelques temps, avec un Vladimir Poutine qui considérera avoir gagné en Ukraine, qui aura un instrument de force tel qu'il n'a jamais eu auparavant, et qui aura toujours les mêmes ambitions. Alors si en plus vous ajoutez le retrait américain de l'Europe, c'est open bar comme d'une certaine façon. Et même si c'est pas le cas, il faut s'y préparer. C'est ça il faut bien comprendre. Il faut se préparer à cette hypothèse pour au moins l'éviter, au moins la dissuader. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que d'être fort. Et en tout cas, il faut alerter. Maintenant, ce qui est hallucinant dans cette affaire, c'est qu'en réalité, tous ces renseignements se relèvent de l'évidence, mais c'est qu'ils sont désavoués par la propre administration. En disant en fait c'est un complot interne. Non, les Américains, les Russes sont pas méchants. Le président a dit que les Russes n'étaient pas méchants, donc les Russes ne sont pas méchants. Et si les propres services, on te rappellera que l'administration a quand même supprimé tous les services spécifiques qui étaient en charge de surveiller les intrusions, notamment de Russes aux États-Unis. Et si les services disent le contraire, c'est que les services ont tort, et pire, qui sont méchants. C'est l'État profond qui en veut au président. Lucas Manger, avant de vous entendre, je veux qu'on parte à Washington parce que notre correspondante à la Maison-Blanche, Sonia Diridi, nous attend. Sonia, on l'a dit avec le colonel Goya, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que la patronne du renseignement américain dément les informations de ses services et dit que Reuters encourage l'escalade de la guerre.
Oui, Tulsi Gabbard qui a dit que c'était des mensonges et de la propagande, que cela visait à saper les efforts de Donald Trump pour faire la paix. Alors c'est fou, mais en même temps, elle est très controversée depuis le départ, depuis sa nomination. Tulsi Gabbard, c'est une ancienne démocrate qui a ensuite rejoint le camp de Donald Trump et qui est clairement, qui est depuis le départ controversée. Elle avait notamment, il y a plusieurs années, fait des déclarations en faveur du président syrien Bachar el-Assad. Dès le début de l'invasion en Ukraine, elle avait assuré que la guerre aurait pu être évitée si les États-Unis et leurs alliés avaient pris au sérieux les inquiétudes de la Russie. C'est ce qu'elle avait dit en ce qui concerne la possibilité que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Donc c'est une personnalité très controversée. On voit bien que Donald Trump et certains de ses proches ne cessent de répéter que Vladimir Poutine veut la paix, même si, on le sait, ils n'en sont pas forcément convaincus, parce que même la chef de cabinet de Donald Trump, la semaine dernière, a révélé dans une interview que Donald Trump pensait que la Russie voulait conquérir toute l'Ukraine. Mais cette administration est extrêmement pressée et donc elle affiche toujours un optimisme devant publiquement. C'est aussi une stratégie pour essayer d'arriver vite vers la paix. Merci beaucoup Sonia Adridi, notre correspondante en direct de la Maison-Blanche ce soir à Washington. Je voulais rebondir, Lucas Manger. Oui, ce que raconte Sonia est absolument passionnant. Juste rappeler une chose, c'est que Vladimir Poutine lui-même l'a dit. Ce que là les services américains laissent fuiter à l'agence Reuters, il le dit dans tous ses discours sur la Grande Russie, le retour notamment avant la guerre en Ukraine, quand il faisait ses discours fleuves sur l'histoire de la civilisation russe et pourquoi est-ce que ces territoires avaient été injustement et stupidement rendus en gros à d'autres États de son point de vue à la chute de l'URSS, et que ces territoires étaient de toute façon des territoires russes en termes de civilisation. Donc en fait, je vous interromps parce que on part à Matignon. Les consultations se poursuivent et on écoute les écologistes. Les impacts de la loi spéciale qui devrait, selon toute probabilité, être adoptée demain par le Parlement, puisque c'est c'est l'outil pour permettre en tout cas la continuité de l'État et de son fonctionnement. Après, nous avons abordé le budget 2026 et donc je veux le dire très clairement, à ce stade, le budget 2026, en aucune manière, le groupe écologiste et social considère que ce budget pourrait être un bon budget. Le budget 2026 qui nous est présenté n'a pas suffisamment de recettes, fait porter une charge extrêmement lourde sur les services publics, que ça soit sur la transition écologique, que ça soit sur l'école, que ça soit sur le secteur associatif ou de l'insertion par l'activité économique. Donc le vote du groupe écologiste et social, ce sera un vote contre. Et soyons très clairs, nous n'appelons ni à des ordonnances, ni à un 49.3. Chercher à imposer un mauvais budget n'est pas acceptable. Et dans ce cas-là, ça sera une censure. Un vote contre, quoi qu'il arrive, même s'il y a un chemin qui est essayé de trouver pour un compromis, quoi qu'il arrive, vous voterez contre. Mais il ne peut pas y avoir de compromis au regard du budget qui est présenté. On ne peut pas, entre un mauvais texte à l'Assemblée et un très mauvais texte de la droite sénatoriale, trouver un chemin de compromis. Mais c'est ce qu'on a vu avec le Premier ministre. Bon, il a pris acte effectivement qu'il y aurait une loi spéciale demain soir qui permettra un sursis en tout cas de gagner du temps. À travers ça, on a un texte, comment on travaille, quelle est la méthode, quel est le cadre. C'est aussi ce qu'on a demandé. Et pour le coup, on n'a pas eu de réponse très précise sur comment nous allions avancer, quelle allait être la suite. Et là, on a besoin justement d'un Premier ministre, et c'est ce qu'on dit depuis le début, qui pose un cap, qui donne une orientation, et puis aussi, surtout, regarder les responsabilités. Parce que si on arrive à ce niveau de blocage, si aujourd'hui on a une loi spéciale, c'est aussi parce que certains ont joué un jeu, effectivement, assez dangereux. Moi, je l'ai vu au Sénat avec le groupe LR qui a voulu faire son budget, le budget des LR, coûte que coûte, comme si rien d'autre existait. On voit bien qu'on arrive dans une situation qui n'est pas tenable. Et donc, pour qu'on puisse discuter, il faudrait que la discussion soit possible. Mais on voit bien qu'on est arrivé au bout. Nous, ce qu'on souhaite, c'est des recettes supplémentaires, c'est de la justice fiscale. On est très très loin du compte. Et on sait évidemment qu'on n'atteindra pas justement ce besoin justement de
de fiscalité supplémentaire auprès des plus riches pour financer nos politiques publiques, pour financer les collectivités qui ont en charge notamment les services publics sur nos territoires, les EHPAD par exemple, la question scolaire. Il faut savoir que c'est plus de 60% des investissements qui sont faits par nos collectivités. Donc on est dans une situation, on est dans un budget qui ne tient pas. Et alors sur la transition écologique, c'est de la même manière. On sabre le fonds vert. Alors on nous fait des propositions, mais je dirais qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et puis dire aussi qu'on a un budget de l'armée plus 6 milliards d'euros qui va être supérieur pour la première fois à celui de l'éducation nationale pour des raisons réelles, parce que des raisons géopolitiques réelles, une guerre en Ukraine. Mais si on veut accepter ça, si on veut faire accepter ça, il faut qu'il y ait le pendant. Il faut qu'à un moment donné, on travaille sur notre indépendance, sur notre souveraineté économique, sur notre souveraineté agricole. C'est un sujet particulier sur la question de l'agriculture. On a quand même des agriculteurs qui sont dans la rue aujourd'hui et qui demandent quoi ? Qui demandent à être accompagnés dans leur transition. Eh ben, on a un budget qui ne répond à aucune de ces urgences. Donc je dirais que la réponse est claire. Vous l'avez dit, Cyril Châtelain, non au 49.3, on a senti les communistes. Les écologistes qui menacent de brandir l'arme de la censure alors que les négociations sont extrêmement compliquées et les enjeux financiers, vous l'aurez compris, c'est le budget militaire et en pleine guerre en Ukraine, la question de la souveraineté de la France. On y reviendra justement avec la question du porte-avions. Vous savez que le chef de l'État a donné le coup d'envoi de ce porte-avions nouvelle génération. Dans un contexte où les services secrets américains nous disent qu'il y a une menace à nos portes, que Poutine veut toute l'Ukraine, mais aussi un bout de l'Europe, et les Ukrainiens vont encore plus loin en disant Vladimir Poutine est prêt à attaquer en 2027, dans un an. La Russie avait initialement prévu de lancer des attaques contre les pays de l'OTAN d'ici 2030. Elle a maintenant avancé ce plan d'attaque à 2027. Lucas. Oui, on se moque parfois, et on s'est beaucoup moqué en 2021-2022 des annonces de la CIA, des fuites de la CIA. On n'a pas pris au sérieux parce qu'il y a une histoire compliquée entre la France et les Américains, notamment depuis la guerre en Irak en 2003. Et donc on avait tendance, et puis l'échec de l'Afghanistan, du retrait américain d'Afghanistan, on se disait, bon en fait, ils comprennent plus rien, ils savent plus lire le monde. Quand William Burns, qui était le patron de la CIA, faisait la tournée des popotes en l'occurrence, d'aller voir tous ses collègues en Europe en leur disant attention, les Russes vont envahir l'Ukraine, et que beaucoup d'Européens, et il n'était pas le seul, les Baltes, les Polonais, les Scandinaves disaient attention, il va vraiment le faire, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il l'annonçait dans des discours. On n'a pas pris cette menace suffisamment au sérieux. Je pense qu'aujourd'hui, quand les Ukrainiens disent ce genre de choses, alors ils sont très bien renseignés aussi sur ce que font les Russes, mais quoi qu'en dise la patronne pour des raisons de politique intérieure, la patronne du renseignement américain, je pense que les alertes qui sont diffusées en ce moment dans la presse américaine et à l'agence Reuters dans l'occurrence là la nuit dernière, on devrait peut-être les prendre un peu plus au sérieux. Claire Cambier. Oui, et ce que disent les responsables à l'est de l'Europe, notamment les ambassadeurs des États baltes, etc., c'est qu'il y a une menace réelle, alors qui n'est pas maintenant, qui n'est pas actuellement. C'est pas demain matin qu'il va y avoir une attaque sur les États baltes, mais qu'une fois que la guerre en Ukraine sera finie, il pourrait y avoir un repositionnement des soldats, notamment à leurs frontières. Il y a déjà des bases militaires qui sont en construction, notamment à la porte de l'Estonie, par exemple, ou à la Finlande. Donc c'est des menaces à prendre au sérieux. Les renseignements estoniens estimaient que après la guerre en Ukraine, il pourrait y avoir jusqu'à 1 million de soldats à leur porte. Et donc effectivement, il faut le prendre en considération. Moi, je crois qu'il faut, garder du sang-froid, prendre en compte tous les scénarios. Enfin, on a parlé ici, il y a une quinzaine de jours, là, des scénarios de l'Institut Montaigne. Vous vous souvenez sans doute, une attaque en 2028, 2029, dans les pays baltes. Une fenêtre d'opportunité, c'est la fin de la guerre en Ukraine, la possibilité pour l'armée russe de se reconstituer, et puis une focalisation du président Trump à la fin de son mandat vers l'Indo-Pacifique, voire le Moyen-Orient, si bien que les Européens seraient un peu démunis par rapport à de telles possibles agressions. Et dans ce scénario, d'ailleurs, la manière de répondre à cette attaque, en Estonie en l'occurrence, puis en Lettonie, puis le fameux corridor, vous savez, entre Kaliningrad et la Biélorussie, les scénarios variaient selon la capacité pour les Américains de se porter au secours des Européens par le fameux article 5 de l'Alliance Atlantique. Et il y avait plusieurs hypothèses où on voyait qu'en fait les Américains se détournaient de la question complètement
complètement. Et ça, c'était les scénarios catastrophes. Donc nous, par rapport à ça, je crois que les états-majors et les politiques européens en ont bien pris conscience, augmentent les budgets militaires, relancent les chaînes d'équipement, d'équipements militaires, de fabrication d'équipements militaires, et se préparent à tous les scénarios possibles. Et le mieux, c'est de le faire collectivement, dans le cas de l'OTAN ou dans le cas de l'Union européenne, voire de cette fameuse coalition des volontaires entre l'Union européenne et d'autres pays comme le Royaume-Uni. Donc il ne s'agit pas de paniquer les opinions publiques, mais je crois qu'un peu partout en Europe, surtout en Europe du Nord, vous avez raison, et en Pologne et dans les pays baltes, on prépare les opinions, sachant que ce n'est pas quelque chose pour tout de suite, même s'il y a des signes précurseurs avec des drones. Enfin, c'est des drones qui ne sont pas armés pour l'instant, c'est pas trop méchant, mais il faut être très conscient. Je crois qu'il y a quand même dans les sondages d'opinion, même en France, une prise de conscience progressive et de la nécessité pour les Européens d'être plus forts. Donc la période des dividendes de la paix dont nous a souvent parlé le colonel Goya, c'est vraiment dépassé. Et comme ça a été dit par ce député écologiste, le budget des armées va peut-être dépasser le budget de l'éducation nationale. Voilà la conséquence du comportement de la Russie à l'est de l'Europe. Dans ce grand dossier consacré à la France face aux prédateurs Poutine, Xi, permettez-moi d'accueillir l'ancien ministre de la Défense, Gérard Longuet. Bonsoir Gérard Longuet, soyez le bienvenu face à cette réalité inquiétante qui oblige la France à faire des choix peut-être douloureux pour protéger le pays. C'est dans ce contexte qu'intervient cette démonstration de force. Emmanuel Macron a lancé le coup d'envoi d'un porte-avions nouvelle génération que nous allons décrypter ensemble, colonel. Image à l'appui devant le grand écran. Regardez, c'est assez impressionnant ces images. Ce porte-avions dernière génération, 78 000 tonnes pour environ 310 mètres de long. Il pourra embarquer, nous dit-on, 30 avions de combat. Colonel, présentez-nous ce monstre flottant, cathédrale de technologie. Alors, la première caractéristique, c'est un catobar. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un catobar ? Ça veut dire qu'il a une catapulte. Et c'est-à-dire quelque chose qui va, en l'occurrence, il y a même deux. Il y a deux lignes électromagnétiques qui aident à propulser les avions. Alors, on va dire que ce n'est pas du tout courant. Il n'y a que 3 pays qui disposent de porte-avions catobar. C'est les États-Unis, la France et la Chine, maintenant, avec le Fujian. Et ça permet d'envoyer des avions lourds. Ça permet d'envoyer des avions, on voit, l'AWACS ou l'Hawkeye, qui est là, c'est donc un avion radar qui est lourd, et ça permet de voir très loin, ça permet d'envoyer des avions de combat qui sont lourds et qui sont à pleine charge, et ça c'est quelque chose de beaucoup plus puissant que les autres types de porte-avions qui n'ont pas de catapulte. C'est la grande majorité. Donc c'est quelque chose de spécifique à la France. Vous ajoutez une deuxième caractéristique qui est déjà sur le Charles de Gaulle aussi, c'est une motorisation nucléaire. Et donc on a un engin futur, donc il est prévu pour 2038, qui sera parmi ce qui se fait de mieux au monde. Vous avez déjà le Charles de Gaulle, donc déjà un catobar, propulsion nucléaire, mais c'est un catobar un peu compact, d'une certaine façon. Là, vous aurez avec le Pang, vous aurez le porte-avions nouvelle génération. Voilà, c'est ça. Voilà, vous aurez un porte-avions qui peut rivaliser avec le porte-avions américain. Avec le porte-avions américain, qui peut rivaliser avec le porte-avions chinois, le Fujian, qui est très supérieur en capacité, par exemple, au Queen Elizabeth, c'est le Queen Elizabeth. Qui, vous voyez, lui, c'est un Stobar. Un Stobar, ça veut dire short take-off. Donc il a une rampe. Ah oui, que cette petite piste. Voilà. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne peut emporter que des avions beaucoup plus petits. Il n'a pas d'avion radar, il a peut-être un hélicoptère radar, ça va moins loin. Il est destiné à porter des F-35B, ceux qui sont en décollage court. Et globalement, l'avantage, c'est que c'est quand même moins cher que le futur porte-avions nouvelle génération, 10 milliards. 10 milliards plus 20 milliards à peu près d'emplois. Un porte-avions moderne, Charles de Gaulle, c'est 200 000 euros de l'heure. Le porte-avions futur, ce sera aux alentours de 200 000, 300 000 euros d'emploi de l'heure. Le Gerald Ford, le plus gros porte-avions du monde, c'est ça. Mais
Voilà, c'est beaucoup plus puissant que le Queen Elizabeth britannique. Beaucoup plus de capacité. Et voilà, en gros, il y a un côté prestige. Faut être clair, il y a la un côté, démonstration de force avec ces images. Il y a un concentré quand même de technologie qui est quand même assez unique au monde. Il n'y a que les Américains, encore une fois, qui maîtrisent ce même niveau de technologie, le nucléaire, les pistes électromagnétiques, avec des capacités avec des avions. Après, il y a plein de questions qui se posent, et notamment, un porte-avions, il faut que ça porte des avions. Oui. Et on ne sait pas très bien, en réalité, quels avions ils vont porter en 2038. C'est destiné à porter le futur système, ce qu'on appelle le système de combat aérien futur, mais qui est quand même très flou, quoi. Donc, probablement qu'il portera encore des Rafales pendant un certain temps. Mais dernier point, il faut bien comprendre que cet engin, on lance la production aujourd'hui, et on l'aura jusqu'en 2080. Donc cet engin, il faut anticiper un petit peu, si on peut, mais ce sera très difficile, savoir comment on va l'utiliser jusqu'en 2080. Oui, on est sur le long terme. Et colonel, vous avez déjà en partie répondu à la question. Oui. Est-ce que ce bijou de technologie peut rivaliser avec les porte-avions des autres puissances, pas seulement les États-Unis ? Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'il est au niveau, il est au même gabarit que les porte-avions nucléaires américains, incontestablement. Il est très supérieur à tous les autres porte-avions des pays européens, qui ne sont pas fait des porte-avions d'ailleurs, qui sont souvent des porte-hélicoptères, des Stobar, des avions à décollage court, qui sont beaucoup plus petits, qui sont beaucoup moins chers, mais qui sont beaucoup plus petits. Et donc oui, ça permet, on joue dans la cour des grands. Maintenant, la question qui se pose évidemment, c'est un investissement à 30 milliards d'euros. À 30 ? J'avais lu 10-15 milliards. Mais ça, c'est l'achat. Ah, d'accord. Ça, c'est l'achat. Après, il faut l'entretenir jusqu'en 2080. Il faut le faire tourner. Je vous le disais, ça doit être à 300 000 euros de l'heure à peu près, l'emploi. Sans compter tout ce qu'il y a à bord. Il faut sans compter les Rafales qui sont à bord, le Hawkeye, enfin tout le matériel qui sont à bord et qui n'est pas compté dans l'affaire. Donc c'est quelque chose quand même très cher. C'est un investissement très lourd. Voilà, je fais confiance à mes camarades marins pour que ce soit le meilleur investissement possible pour eux. Mais voilà, mais c'est un investissement, j'y reviens, sur 60 ans. On part sur 60 ans avec ça, dans des contextes internationaux qui risquent de changer énormément. Décision stratégique, colonel, merci. On poursuit ce débat avec l'ancien ministre de la Défense, Gérard Longuet. Ça, ce porte-avions dernière génération à propulsion nucléaire, c'est une démonstration de force et aussi l'illustration de la puissance française ? Pardonnez-moi, je pense plutôt que c'est une illustration des annonces d'opportunités qui correspondent à une réalité engagée depuis bien plus longtemps. Par le président Macron lui-même, d'ailleurs, en 2019. En 2020, il a en décembre à peu près, il y a 5 ans, annoncé que le choix le successeur du Charles de Gaulle serait nucléaire, une question importante, et prenait une orientation, en effet, vous avez raison de le rappeler, de technologie maximum d'opportunités. Il y avait au fond 2 écoles. Ceux qui disaient le porte-avions est moins utile qu'il ne l'a été, et parce que nous avons la capacité de projeter nos bases aériennes et d'intervenir à longue distance. Je vous donne un exemple très concret. Les avions qui ont bombardé les colonnes de Kadhafi à l'entrée de Benghazi en 2011, donc, ont décollé de Saint-Dizier, Haute-Marne. Et avec plusieurs relais en vol, ont assuré leur mission et sont revenus. Alors, c'est pas évidemment la façon la plus intelligente d'intervenir, en apparence, c'est en tous les cas une façon qui ne rend pas le porte-avions indispensable à tout prix sur des théâtres d'opération que l'on peut suivre. On dit souvent, et c'est vrai que la France a un territoire maritime de contrôle maritime exceptionnel, le second dans le monde après les États-Unis, sauf qu'il est très dispersé. Je dirais de l'îlot Clipperton au large du Mexique, jusqu'évidemment à la Terre d'Ali en passant par Saint-Pierre et Miquelon. On est partout dans le monde, mais le porte-avions de très haute technologie ne correspond pas nécessairement à la surveillance des trafics qui peuvent gêner la sécurité de ces îles. Donc, en un mot, technologie parfaite, ce serait intéressant d'avoir un débat sur l'usage et l'emploi. Est-ce que ça fait partie, Lucas Manger, pour rebondir sur ce que dit l'ancien monsieur le ministre, de la dissuasion française ? Regardez ce qu'on est capable de faire
message envoyé aux prédateurs, hein, je reprends les mots du président. Il n'y a pas mieux qu'un porte-avions pour faire de la diplomatie un peu, comment dire, active. C'est-à-dire, un porte-avions, ça se montre. C'est pas quelque chose qu'on cache, bien au contraire. Et toutes les annonces qui sont faites ont aussi cette vocation-là. Mais quand le porte-avions actuel, le Charles de Gaulle, arrive dans un port quelque part dans le monde, c'est toute la puissance à la fois militaire et technologique française qui est comment dire, montrée et démontrée. Donc c'est un outil extrêmement utile pour ça, au-delà bien sûr de son usage militaire indéniable, mais c'est pas pour rien que les Américains en ont autant. Quand Donald Trump fait ses annonces en disant j'ai envoyé le Gerald Ford au large du Venezuela, c'est pour cette raison-là. Ça veut pas dire qu'il va l'utiliser, c'est pour dire attention. D'ailleurs, vous parliez de la Libye, quand le Charles de Gaulle a été après effectivement les premières frappes. Il se trouve que j'étais à Benghazi moi, le jour des premières frappes des Rafales. Voilà. Mais le Charles de Gaulle a été déplacé au large de la Libye pour montrer à la Libye et au régime de Kadhafi que leurs heures étaient comptées et que le bateau était tout proche, hors de portée des tirs possibles libyens, je crois, mais qu'en tout cas il était extrêmement proche. C'est une puissance de feu absolument incomparable. Alors son utilité, moi je pense pas. Je pense qu'il y a effectivement plusieurs pistes qui ont été envisagées, mais qu'à l'heure d'une géopolitique de plus en plus militarisée, de plus en plus complexe et dangereuse, de tout ce qu'on dit des annonces de Vladimir Poutine ou des intentions de Vladimir Poutine, c'est pas inutile d'avoir un outil d'une telle puissance aujourd'hui. La question qui va se poser assez rapidement, c'est que, bien évidemment, et colonel Goya va pas me démentir, il va y avoir de la jalousie dans les autres armées, dans l'armée de l'air et dans l'armée de terre, en disant c'est très bien qu'il y ait un porte-avions, ils vont pas se taper dessus entre eux, mais nous aussi on a besoin d'avoir plus de Rafales, on a besoin d'avoir des chars Scorpion, on a besoin d'avoir, tous les programmes militaires doivent avancer en même temps. On peut pas se satisfaire juste d'un nouveau porte-avions. Colonel, sur ce point, avant de discuter Gérard Longuet. Non, mais bien sûr, mais la question c'est aussi qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est notre stratégie, quels sont nos objectifs stratégiques. Le problème de la France, c'est que elle en poursuit souvent plusieurs. Elle se veut une puissance qui compte dans le monde, elle veut intervenir dans le monde, elle veut protéger effectivement son territoire qui sont un peu partout dans le monde, donc ça impose quand même quelques moyens. Et en même temps, on voit bien que le centre de gravité des affaires militaires se déplace plutôt vers l'Europe, vers l'Est de l'Europe, où on doit être puissant. Et on ne sera pas puissant avec le porte-avions. Le porte-avions, il n'aide en rien à dissuader Vladimir Poutine d'attaquer les pays baltes. Or, le cœur du sujet, c'est peut-être là. Effectivement. Alors, d'un point de vue terrien, moi je suis terrien, même si je porte une ancre marine, je veux dire, peut-être que l'armée de terre qui a payé le plus les dividendes de la paix, on a détruit son corps de bataille blindé, mécanisé, pratiquement, c'est peut-être là qu'il faut faire l'effort, reconstituer si on veut être vite puissant dans les pays baltes ou en Pologne. Vous avez effectivement l'armée de l'air qui dit mais attendez, moi je peux faire des raids aériens aussi, je peux installer des bases, outre-mer, il y en a déjà bien sûr. Il y a des Rafales en Lituanie. Peut-être qu'il faut. Et puis d'autres qui disent attendez, à l'heure des missiles hypersoniques, quand vous faites tous les scénarios de guerre autour de Taïwan, entre les États-Unis et la Chine, tous les porte-avions, ils coulent, y compris les Chinois d'ailleurs. Parce que c'est un environnement à très haute intensité aéromaritime avec des missiles partout. Le sous-marin nucléaire d'attaque, lui, il résiste. Un porte-avions, c'est vulnérable. Le porte-avions, il est très vulnérable. Il sera peut-être de plus en plus. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on se lance sur un investissement colossal sur 60 ans. Le Charles de Gaulle, il a été conçu, on l'a lancé en 1985 en pleine guerre froide. Il apparaît, la guerre froide a disparu, il n'y a plus de marine soviétique, il n'y a plus rien, et il doit combattre dans le cadre du nouvel ordre mondial. On l'engage en Afghanistan, au Liban, etc. Puis le contexte a changé à nouveau. Maintenant, on est dans un jeu de puissance. Si ça se trouve en 2038, ou quand il sera retiré du service, le contexte aura encore changé. Et donc, c'est se rater. Il ne faut pas se rater, quoi. Voilà, il ne faut pas se rater sur un investissement militaire colossal. Sinon, c'est une catastrophe. Gérard Longuet, ensuite. Je pense simplement que ce sera l'un des éléments du débat de la présidentielle de 2027. Et je souhaite profondément, c'est très bien qu'on en parle à partir d'aujourd'hui, avoir 18 mois de débat me paraît un minimum sur un sujet aussi important. On l'a vu simplement signaler que le président Macron exagérait un peu, ou plutôt les commentateurs vous exagérez un peu en disant que c'est une révolution. Non, ça fait 5 ans que la décision a été prise de le faire en nucléaire et dans cette taille. Voilà, c'est tout. Mais justement, c'est pas anodin
dans le contexte actuel de Dans menaces la politique intérieure française, vous avez raison, ce n'est pas anodin. de lancer le coup d'envoi maintenant. Ce n'est pas anodin pour la politique intérieure française de rappeler que le président est chef des armées, ce qui est vrai constitutionnellement, article 15. C'est pas inutile de rappeler que le monde qui nous entoure est un monde difficile. Ce ne serait pas inutile de consacrer un petit peu de temps à échanger sur la fragilité du porte-avions, en particulier avec les nouvelles formes d'attaque dont il peut être victime. Parce que le porte-avions, c'est un système. Vous l'avez parfaitement rappelé. Il faut des AWACS, enfin l'équivalent des AWACS pour surveiller. Il faut mieux avoir sa surveillance locale, et puis sans doute des bateaux adaptés aux nouveaux rôles, aux nouvelles formes d'agression que sont les drones aériens et maritimes. Et donc là, on a quand même vraiment à débattre. Je suis très content que le président ouvre le débat. C'est un peu la faiblesse de nos institutions. Il ne peut pas décider tout seul sans débat, et notamment parlementaire, puisqu'il faudra un budget. Juste un point, le porte-avions, il n'est jamais tout seul. Donc il n'est jamais tout seul, mais justement, les bateaux ne sont pas là. Oui, bon, déjà. Puis ensuite, donc, il faut toujours l'imaginer accompagné au moins de 2 frégates et d'un sous-marin nucléaire. Donc, vous voyez toute la machinerie. Groupe aéronaval. Un groupe aéronaval. Et il a besoin de 2 frégates pour être protégé. Parce que globalement, intrinsèquement, il est assez fragile. Donc, 2 frégates pour être protégées. Oui, et un sous-marin. De l'air et des sous-marins. Et un sous-marin nucléaire d'attaque qui l'accompagne quasi systématiquement. Et donc, il faut imaginer tout ce que ça représente, le coût que ça représente, la grosse machinerie que ça représente. Et puis, voilà, il faut imaginer quels effets. Est-ce qu'on a fait le bilan, d'ailleurs, du Charles de Gaulle? On a investi des milliards. Charles de Gaulle, c'était 5 milliards à l'achat à peu près. Il faut compter à peu près le double pour l'utilisation, quoi. L'utilisation, il a fait à peu près 1 millier de frappes. Voilà. OK. C'est intéressant, Yves Le Drillaud. Est-ce qu'on n'est pas en train de reconstruire un colosse au pied d'argile? Simplement, ce que je voulais dire, c'est que c'est sur le fait plusieurs millions d'euros la frappe. Il y a l'aspect militaire évident, l'aspect financier et l'aspect diplomatique que vous avez aussi évoqué, Monsieur le Ministre. Et il me semble que, par exemple, le Charles de Gaulle a fait une grande tournée en Indo-Pacifique. Il y a quelques mois, enfin il y a 6 mois ou 1 an, je ne sais plus. Et je crois que c'est la première fois qu'il allait dans ces eaux-là. Or, tout le monde dit que l'Indo-Pacifique, c'est une voie maritime ultra stratégique. Et on connaît les intentions chinoises sur la mer de Chine du Sud, etc. Je crois que le porte-avions a même été dans la mer de Chine du Sud, notamment. Je ne sais pas s'il a abordé aux Philippines ou dans des pays alliés de ce type. Mais donc, il y a un aspect un peu diplomatique de puissance. Donc, dès lors qu'on sait que le Charles de Gaulle devra être abandonné à une certaine échéance, c'est assez normal qu'à long terme, on se préoccupe de l'avenir. Simplement, une toute petite réflexion, et Monsieur le Ministre, vous pourriez peut-être me confirmer ou infirmer, il me semble que sous Sarkozy, donc bien avant, on avait envisagé un moment de faire une coopération franco-britannique, chacun ferait son porte-avions, mais ce serait plus ou moins les mêmes. Et ça aurait été un moyen de réduire les coûts, sans doute assez considérable. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, la situation britannique est pas très bonne actuellement. Ils ont ce sous-marin particulier qui est ce porte-avions particulier qui fait du STOL, enfin du short take-off landing, à partir de sous-marins. Donc des appareils plus légers, moins puissants, porteurs de moins. Ils ne sont pas capables aujourd'hui d'afficher un équipage de maintien 12 mois sur 12 pour leur porte-avions. En fait, le choix était d'avoir 2 porte-avions plus simples en partant du principe qu'on affrontait des adversaires modeste. La démonstration, la canonnière, le Panzer devant Agadir, c'était en 1905. On peut continuer de le faire devant Beyrouth, où on peut impressionner une puissance moyenne ou modeste. Si on veut impressionner une puissance forte, d'abord, est-ce qu'on l'impressionne vraiment? Et puis, deuxièmement, il faut du gros matériel. La position française, qui est d'être répartie sur tous les océans, j'ai envie de dire heureusement ou hélas, parce que c'est une charge très lourde, aurait sans doute poussé des sous-marins, des porte-avions, vraiment je suis obsédé, des porte-avions plus légers, mieux répartis. Au fond, le choix était, est-ce qu'on a un gros nucléaire ou 2 conventionnels qui sont sur l'Atlantique, sur la Méditerranée et à disposition ailleurs?
très clairement, le président de la République a choisi. C'est un choix de 2019, 2020. Il faudra simplement le confirmer. On en a la capacité technique. Est-ce la meilleure opportunité tactique? Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Claire Cambier, on voit le débat technique, technologique. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de replacer ces choix dans un contexte où Poutine, on le sait, a accéléré son réarmement. La Chine aussi exhibe ses missiles hypersoniques. Donc il faut qu'on soit capable aussi de montrer les muscles. Oui, bien sûr, c'est évidemment politique également. C'est un message qui est envoyé par le président français. Mais je vous rejoins complètement sur la question de l'armement de défense européen. On pense encore beaucoup national. Alors là, effectivement, il va y avoir apparemment 5000 emplois créés. Il y a 800 entreprises françaises qui vont participer à ce projet. Donc c'est effectivement une bonne chose aussi pour l'économie française. Mais il n'y a pas eu de réflexion sur l'Europe. Et on le voit aujourd'hui, on peine, on crée beaucoup de projets et on multiplie les projets en Europe. Il y a, je ne sais plus combien de chars, vous sauriez peut-être un peu mieux que moi. De chars différents. Voilà, oui, par exemple. Et j'en discutais avec, justement, encore une fois, des ambassadeurs des États baltes qui disaient, on nous reproche d'acheter finalement turcs, coréens ou encore américains. Oui, mais la question, c'est quel est le prix? Où est-ce que, en combien de temps c'est livré? Et puis nous, qu'est-ce qu'on en retire? Est-ce qu'il est possible d'avoir une production européenne partagée et ça avancerait beaucoup plus vite? Ça paraît très compliqué, Claire, quand on voit ce qui s'est passé sur le SCAF, les dissensions entre Airbus et Dassault. On n'est pas prêt d'avoir un avion de chasse nouvelle génération franco-allemand. Et a priori, ces tensions, elles sont notamment parce que il n'y a pas de réussite dans le partage, en fait. Oui. Chacun veut finalement garder la main mise sur le projet. Mais il y a des réussites, comme par exemple l'Eurofighter, qui est un avion de chasse qui est créé par trois pays. Donc, il peut y avoir des possibilités. C'était l'ancienne version du SCAF, si vous voulez, d'une certaine façon, c'est le SCAF de l'époque, dont la France s'était retirée pour faire le Rafale. Et globalement, le Rafale est meilleur que l'Eurofighter. Vous avez des systèmes de combat qui ont complètement évolué. Regardez l'affaire, notre tragédie ukrainienne. La flotte russe de la mer Noire a été neutralisée par des moyens extraordinairement modernes, légers et peu coûteux, mis au point avec des soutiens, j'en suis convaincu, mais par les artilleurs ukrainiens, les artilleurs de longue portée, je veux dire. Donc, c'est très difficile pour un État. Il faut qu'il garde la main sur la haute technologie et très clairement, ce porte-avions le permet. Est-ce que la haute technologie doit absorber toutes nos capacités budgétaires qui ne sont pas celles d'un pays dictatorial comme la Chine ou la Russie ou d'un pays, la première économie mondiale, des États-Unis? Mais justement, est-ce qu'on en a les moyens? Sébastien Lecornu lui-même avait brisé le tabou le 10 décembre lorsqu'il avait détaillé la stratégie de notre défense nationale devant l'Assemblée. Nous ne pouvons pas nous mentir sur les menaces qui nous visent, ni sur les faiblesses à corriger de nos armées. Le gouvernement, à la demande du président de la République, proposera un texte de réactualisation de la programmation militaire en début de l'année 2026 au Parlement, conformément aux annonces du chef de l'État le 13 juillet dernier à l'hôtel de Brienne. Colonel, avons-nous les moyens de nos ambitions, de notre réarmement? Il les faudra. Il les faudra. On n'a pas le choix, en fait. Il faut être clair. Non, alors, du point de vue, si vous voulez, historique, en dehors de 3% du PIB consacré à la défense, une armée n'évolue pas, quoi. Vous savez, un programme industriel, un grand programme industriel d'équipement majeur, comme le Charles de Gaulle, mais un nouveau char, un nouvel avion, etc., en moyenne, ça coûte 4 fois le prix de la génération précédente. Et donc, si vous voulez moderniser votre armée, si vous voulez même simplement la maintenir en volume et la moderniser,
paralysé, vous êtes obligé de faire un effort constant qui au moins 3%. Si vous avez en plus la croissance économique qui porte, c'est encore mieux, comme en Chine par exemple. Mais voilà, il faut faire un effort, incontestablement. On est passé pendant la guerre froide, on était à peu près à 3% du PIB en 1989-90. Et puis on a dégringolé petit à petit, on est descendu jusqu'à 1,5 à peu près en 2015. Et depuis, on est remonté à 2%, on a mis 12 ans pour remonter à 2%. On est tombé dans une trappe. Divisé par 2 l'effort de défense, c'est divisé par 4 les capacités en réalité. Quand vous regardez les capacités de l'armée de terre, entre celles que j'ai connues quand je suis rentré et celles qu'elles étaient quand j'en suis parti, on a divisé par 3 les capacités de l'armée de terre pratiquement, mais par 4 un certain nombre d'équipements. Et donc là, on a du mal à remonter, en grande partie aussi parce qu'on n'a pas anticipé le fait qu'un jour il faudrait peut-être remonter. Ça s'organise tout ça, ça s'anticipe. La Corée du Sud, elle est capable de monter en puissance industriellement parce qu'ils ont anticipé la surproduction, ils ont prévu tout ça. Nous, on improvise un peu dans l'urgence et on se lance sur des trucs qui sont lents, lourds. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on pouvait inventer un char en 1 an, on pouvait inventer un avion en 2 ans. Maintenant, il faut 15 ans pour inventer quelque chose de nouveau, le matériel majeur. Donc on peut inventer quelque chose de nouveau dans les matériels plus modestes, effectivement, les drones, comme le fait l'Ukraine, comme dans les logiciels, des choses comme ça. Et donc il faut d'ailleurs investir massivement dans ces choses-là, mais aussi comprendre que, en gros, dans 3 ans, globalement, si un jour on doit faire la guerre contre une force russe dans les pays baltes, ou si tout simplement on veut dissuader cette force russe, il faudra le faire avec les moyens que l'on a aujourd'hui, et en ayant peut-être appris à les utiliser autrement. D'autant que vous faisiez référence à l'agilité, l'ingéniosité des Ukrainiens depuis le début de la guerre, mais typiquement aussi dans le domaine maritime. Oui. Pas plus tard que la semaine dernière, avec un drone sous-marin, naval sous-marin, ils ont probablement réussi à détruire un sous-marin russe dans un port russe. Donc la fragilité de ces équipements qui apparaissent absolument, parce qu'un sous-marin nucléaire russe ou français, c'est gigantesque. C'est pas des petites machines. Et probablement avec un drone qui a coûté quelques dizaines de milliers d'euros ou de dollars, ils ont réussi à en détruire un. Donc là, il y a 2 temporalités en parallèle qui sont très complexes. C'est la temporalité technologique et effectivement sortir un bateau en 2038 en se disant quand il sortira en 2038, il ne faut pas qu'il soit obsolète, et en même temps garder un œil sur tout ce qui se fabrique en ce moment dans une économie extrêmement peu coûteuse d'équipements militaires, les drones notamment, mais pas seulement, et qui peuvent mettre à mal des systèmes d'armes aussi sophistiqués, puissants, coûteux et volumineux qu'un porte-avions ou un sous-marin nucléaire. Avec une question lancinante à laquelle on n'est pas capable d'apporter des réponses dans les délais de construction de ce porte-avions, qui est notre adversaire et qui sont nos alliés. L'idée que lorsqu'Eltsine était au pouvoir, l'idée que la Russie puisse envahir militairement un voisin immédiat était simplement invraisemblable. Et si nous avions débattu de cela à la fin du XXe siècle, on nous aurait considéré comme de dangereux va-t-en-guerre, pousse au crime. Regardez le discours d'Emmanuel Macron dont on a diffusé un extrait tout à l'heure en 2017 à Versailles, où le président de la République accueille Vladimir Poutine en disant la Russie n'est plus une menace, elle est ouverte vers l'Europe. En 2017, on est donc 5 ans avant. Mais la Russie a déjà agressé 4 fois, comme vous le disiez tout à l'heure, l'Ukraine. Mais on se dit c'est pas possible qu'ils aillent autrement. On a changé de monde en 5 ans. Exact. Sébastien Lecornu, toujours dans ce débat sur le budget, les moyens que l'on peut mettre dans cette guerre face aux prédateurs, a aussi abordé la question des munitions. Écoutons. Le premier défi pour l'année 2026 sera incontestablement celui des munitions. Trop de fois par le passé, nos militaires sont partis en mission sans un stock de munitions toujours suffisant pour accomplir leur mission en sécurité et dans la durée. Ce tabou doit être brisé pour de bon. Il y a donc urgence à reconstituer nos stocks, tant pour les missiles complexes que les obus ou les petits calibres. Claire Cambier, la question des munitions, c'est vraiment l'un des nerfs de la guerre. Vous qui avez été régulièrement en Ukraine, on sait que les Ukrainiens réclamaient vraiment des munitions parce que ça leur manquait. On voit que la France aussi est confrontée au même problème.
Alors ça, c'est un problème qu'on a repéré au tout début de la guerre en Ukraine, où effectivement les Occidentaux ont réalisé qu'ils n'avaient pas assez de stock et qu'il fallait produire davantage. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été réalisées depuis, avec de l'industrie qui s'est transformée. Donc là, il y a eu le projet encore de verser un demi-milliard d'euros pour assurer les niveaux de stock. Mais il y a déjà, je voyais ce qui avait été voté dans la loi de programmation militaire 2024-2030, c'est 16 milliards pour les munitions. Donc c'est quelque chose quand même qui a déjà été pris en compte. On ne le découvre pas, encore heureusement, on ne le découvre pas aujourd'hui. Mais pour que tout ça prenne réalité, il faut que le budget soit voté. Et on en revient toujours aux discussions actuelles, aux négociations en bâtiment. C'est des alertes qui sont mises dans les différents secteurs. Dans notre pays pour permettre l'action d'un président. Évidemment. Quel qu'il soit d'ailleurs. Là encore, c'est très largement européen. Souvenez-vous, Thierry Breton, quand il était commissaire, a dit voilà, il faut 1 million d'obus pour l'Ukraine. Et d'ailleurs, on ne les avait pas en Europe, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Il a fallu qu'on aille les chercher de mémoire en Corée du Sud et peut-être même en Afrique du Sud. Mais on avait cessé de fabriquer de la poudre. Voilà. Alors on a dû rouvrir une usine de poudre. Je ne sais plus trop. En 2012, on fabriquait 500 obus. Bergerac, voilà, merci. Non. Voilà pourquoi le Conseil des ministres qui aura lieu ce soir dans moins d'une heure revêt évidemment une dimension particulière. Sachez que le grand dossier, c'est également une émission qui s'écoute en podcast et que vous pouvez retrouver tous les jours sur vos plateformes d'écoute habituelles comme Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. Vous ne manquez pas ce grand dossier habituellement présenté par Amélie Carouer que vous allez retrouver dans un instant pour 24 heures.